Eh bien, bonsoir pour cette discussion dialoguée euh, qui s'insère en réalité dans la politique du jour et ses aléas. Je voudrais commencer par vous dire la, la liste des questions reçues effectivement en ce jour avec une brève indication sur le sujet qui est proposé, la question en fait qui est posée par celui qui se présente comme désireux de participer au débat sur mon œuvre. Alors, je souhaite que si celui que je mentionne est présent, il signale qu'il est présent et que, par conséquent, l'absence de tout signalement indique qu'il est absent. Voilà. Ces deux positions un peu distinctes dans ce qui nous rassemble et qui est une discussion en réalité et non pas, de ma part, une simple déclaration. Alors, comme en classe, je fais l'appel. Luc Martineau. Non. Luc Martineau pose la question: quelles sont mes œuvres publiées que je pense être les plus pertinentes dans la situation d'aujourd'hui? Alors, je vais répondre immédiatement à cette question. Il y a dans mes œuvres publiées 3 livres que je pense être utiles, pertinents quant à une compréhension de la situation de désorientation contemporaine. Ces 3 livres sont, je vous les montre, le livre Éloge de la politique, livre Éloge de la politique qui est un dialogue datant de quelques années. Ensuite, les possibles matins de la politique, livre plus récent et au fond tout à fait consacré à la question qui nous intéresse. Et enfin, la brochure, plutôt que le livre, Remarque sur la désorientation du monde, qui est un essai sur l'analyse de la situation contemporaine. Je pense donc que j'aurais répondu à Luc Martineau par ces 3 indications. Deuxièmement, Fares Chalabi, vous êtes présent, donc nous serons en dialogue tout à l'heure. Je vais indiquer votre présence quand même pour que ce soit bien noté. Adrián Fernando Ponce Alvarez. Non? OK. Et Ivik Davidovich. Oui? Très bien. Ivik Davidovich qui a annoncé et posé, nous y reviendrons, 8 questions, qui donc est un rôle significatif dans cette soirée. Ensuite, Khalid Jebour. Non. Thierry Briot. Non. Bernard Guibert. Claude Azy.
Nathalie Nerkam. Pierre Porot. Michel Villemot. Eh bien voilà, nous avons donc une idée. Oui. Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Non, mais je ne suis pas en train de distribuer un prix d'excellence au présent et de vouer les absents de la géopolitique. Je sais très bien qu'ils ont été touchés par les questions qui étaient posées, ils ont donné leur avis d'une façon ou d'une autre, et voilà, c'est comme ça. Mais je vais tout de suite donner une indication sur les différents titres sous lesquels se sont présentées les interventions, de façon à ce qu'on ait une vision du panorama, en réalité, général de la discussion. Et ceci, quels que soient les présents ou les absents. Luc Martineau avait posé la question: quelles sont mes œuvres publiées que je pense être les plus pertinentes dans la situation d'aujourd'hui? Alors, je peux répondre immédiatement à cette question qui est simple et factuelle. Je proposerai de dire que dans mon œuvre récente, il y a 3 livres qui sont pertinentes quant à la situation d'aujourd'hui, qui sont des livres de situation. Alors, je vous les indique. Il y a, le plus ancien est un livre qui s'appelle « Éloge de la politique », qui est un dialogue et qui est un livre, je vais vous dire exactement sa date, qui est un livre de 2017. Il est donc en une prise assez récente sur la conjoncture. Un autre livre, c'est Les possibles matins de la politique, qui sont une récapitulation de ce qu'ont été mes interventions politiques entre 2016 et 2020. Donc c'est un livre tout à fait contemporain. Il est en fait de 2021. Voilà. Et enfin, un livre que je considère, enfin qui n'est même pas un livre, qui est une brochure, mais que je considère comme significatif du point de vue de la situation actuelle, alors la situation présente, et qui s'appelle « Remarques sur la désorientation du monde ». Et ce « Remarques sur la désorientation du monde » est un livre tout à fait récent et qui, sans doute, est le plus marqué par ce que je considère en effet comme étant la caractéristique principale de la situation mondiale aujourd'hui, qui est d'être celle d'une désorientation politique générale, quels que soient par ailleurs les incidents, les contestations, les discussions. C'est une situation, la désorientation du monde, du point de vue des possibilités de clarification politique. Voilà, alors c'est ceci pour cette première intervention. Alors ça, c'est une petite hésitation de ma part, que vous me pardonnez. Fares Chalabi a dit qu'il était là ou il ne l'a pas dit? Oui, c'est ça, il me semblait bien. Alors, je souhaite que votre question, qui est la question de la Palestine, en réalité, qui s'insère dans la question des désorientations du monde, que vous puissiez nous parler un petit peu de votre propre point de vue là-dessus. C'est-à-dire,
et qu'ensuite je puisse dire comment la question est appréhendée du point de vue de ma philosophie. Enfin, qu'est-ce qui, au fond, vous pousse à poser cette question? On va vous donner de quoi vous faire entendre. Oui, donc ce qui me pousse à poser la question, c'est, bien sûr, il y a un massacre en cours qui est médiatiquement plus ou moins, enfin dire, mal couvert. Mais donc, il y a d'un côté la question de savoir, comme je l'ai posé, savoir si la question de la Palestine aujourd'hui forme un point pour une politique internationale où se divisent deux genres de sensibilités. Une sensibilité que je sens serait plutôt de gauche et une autre qui serait plutôt de droite, qui serait plus derrière une oligarchie dominante et un discours dominant qui justifie les massacres. Donc, pour moi, donc ça c'était pour moi la première question qu'on sent un peu dans l'ambiance générale, mais aussi dans les alignements politiques. On sent quand même que la droite est en général derrière l'armée israélienne. Il y a beaucoup de mouvements plutôt gauchisants ou de gauche qui supportent le peuple palestinien. Donc, pour moi, c'est de savoir si ce point de Palestine ne met pas en scène et dramatise justement la confrontation de ces deux tendances à un niveau international. Le deuxième point, c'est que pour moi, la question de Palestine aujourd'hui, à Gaza, là maintenant, est devenue une question aussi interne à l'Europe, interne, on va dire, à l'Europe, du point de vue des libertés d'expression et des libertés de manifestation, etc., puisque l'antisémitisme est en train d'être instrumentalisé pour museler toute dénonciation de ces massacres. Donc, ma question était de savoir un peu comment penser cette instrumentalisation de l'antisémitisme pour justement museler pas mal de mouvements qui dénoncent les massacres. Le troisième point, qui est pour moi, et là je vous le pose du point de vue de votre système, c'est que le mouvement récent qui forme, je pense, à l'échelle mondiale, un corps révolutionnaire hétéroclite, résulte quand même d'une sorte je ne sais pas si c'est un événement, je vous pose la question, des massacres perpétrés par le Hamas. Et le Hamas est un corps obscur. On sait que le Hamas n'est pas spécialement une organisation révolutionnaire dans ce sens-là. Donc, la question, c'est trois questions qui se posent. Déjà, la dernière, est-ce qu'un corps révolutionnaire peut émerger d'une action entreprise par un corps obscur? Deuxièmement, la question de l'instrumentalisation de l'antisémitisme qui devient un problème interne donc à l'Europe. Et troisième point, donc, est-ce que vous pensez que c'est un événement politique, la Palestine est le nom d'un événement politique qui peut allier les forces un peu de gauche à l'échelle mondiale? Écoutez, la question que vous posez est évidemment à l'ordre du jour. Et je pense que pour la situer complètement dans son espace historique, il faut considérer que son origine factuelle, c'est-à-dire tout de même le fait que le Hamas ait réussi une entrée sur un territoire que les Israéliens prétendaient contrôler complètement, que son origine est une origine dans laquelle, à proprement parler, aucun des deux camps ne peut être celui autour duquel va se passer ce que vous souhaitez. Ni autour du Hamas d'un côté, ni autour évidemment de l'État d'Israël de l'autre. Et nous avons comme point de départ, je ne dis pas que vous parlez aussi du développement après idéologique, mondial, etc. Mais le point de départ est très frappant
pour la raison que je mets souvent en avant, à savoir que les situations contemporaines, compte tenu de l'affaiblissement extrême d'une gauche authentique au niveau mondial, sont souvent des contradictions dans lesquelles les deux termes ne méritent ni l'un ni l'autre une adhésion subjective véritable. Alors là, ça se donne dans le fait qu'il n'est pas question, sous prétexte des actions évidemment absolument répréhensibles et de l'État d'Israël, de prendre fait et cause pour le Hamas. Et ceci, votre question le dit, ceci embarrasse en un certain sens la constitution réelle d'un camp révolutionnaire à échelle de cette question. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est tout de même qu'en définitive, il faut historiquement voir ce problème à son échelle, et que cette échelle, c'est qu'Israël est en réalité un État colonial. État colonial qui, véritablement, a été constitué comme tel par l'Occident, entièrement d'accord, à la fin de la guerre mondiale, pour, en quelque sorte, racheter le sort terrible, mortifère, fait aux Juifs pendant la guerre mondiale par les nazis. Et je pense qu'une manière de voir la situation et son développement, c'est de comprendre que, en réalité, on a installé, soi-disant pour compenser le désastre nazi, on a établi un État juif dans des conditions coloniales. Et donc, d'une certaine façon, il est très difficile dans cette affaire d'avoir un jugement complet en forme de ce camp ou ce camp. Dans les deux camps, quelque chose, en réalité, bloque un peu le sentiment d'adhésion, d'adhérence, et c'est pour ça que vous avez très justement établi que, d'une certaine manière, la question du Hamas trouble un peu l'orientation générale. Ceci étant, je conclurai quand même qu'avec suffisamment de discussion, de clarification, d'élucidation, et en évitant, bien évidemment, les figures négatives de type antisémitisme, etc., on peut prendre position sur la question actuelle qui vous concerne dans le sens d'un point de vue qui serait radicalement anticolonial. C'est cet horizon-là sur lequel il faut travailler, car c'est celui qui permet d'éluder d'une certaine façon la question Hamas et des choses de ce genre, éluder même d'une certaine manière la nature exacte de la position des États arabes, mais pour être fidèle à l'idée que l'établissement, suite à un problème qui était européen intrinsèquement, le problème de la dernière guerre mondiale, la solution de ce problème par la création, en réalité, d'un État occidental en plein ordre extérieur, éclaire, en vérité, stratégiquement, l'étape actuelle. Par conséquent, je pense qu'on est autorisé, si je puis dire, à prendre et à constituer une position politique vaste, transnationale, etc., à condition que la situation soit analysée de façon complète. Ça évitera aussi de penser que le problème est un problème juif-arabe ou un problème de cet ordre. Non, c'est un problème d'une création étatique qui n'était pas justifiée quant à sa présence et dont la présence, d'ailleurs, dès le début, était largement sanguinaire. Il faut rappeler que des massacres d'habitants du coin se sont déroulés sans arrêt depuis la création de l'État colonial israélien. Voilà pour ma réponse à votre question. Et pour la censure, vous avez... Et pour la censure, enfin l'usage de l'antisémitisme en Europe comme instrument, arme pour faire taire
comme en Allemagne. Mais ça, je suis d'accord avec vous. Et en réalité, ça couvre comme point d'appui une prise de position pro-israélienne dans le conflit actuel. Donc tout ça va de pair. En définitive, il y a quelque chose de... Ça révèle qu'il y a dans la position et dans les actions israéliennes à l'heure actuelle quelque chose de foncièrement réactionnaire, colonial et inacceptable. Voilà. Alors, est-ce que vous seriez disposés, ceux qui sont là, si je puis dire, qui sont là pour entendre la discussion de l'intervention de leur position, de faire comme cela vient d'être fait, de prononcer votre vision de votre propre position. Que je ne sois pas en train de lire les convictions de tout le monde. Est-ce que l'un d'entre vous peut prendre la parole comme cela vient d'être fait? Oui? Ben on va vous donner la... Allez-y. On va vous donner la... De notre civilisation dite judéo-chrétienne, oui, et judéo-chrétienne d'ailleurs, depuis Clovis, ou voilà la conversion de Clovis, enfin toutes les fadaises de Zemmour, quoi, sur le grand remplacement et sur une nouvelle lutte des religions, renouveau des religions. Je vois ça très tristement, alors que nous avions une ère dans le XXe siècle d'athéisme. Je vois renaître les religions et les guerres de religion, y compris d'ailleurs en Ukraine et en Russie, Russie orthodoxe et Ukraine plutôt chrétienne, voire même supporters des nazis quand ils ont voulu justement supprimer la Russie, l'URSS communiste et athée pour rétablir, etc. Je suis tout à fait de votre avis. Il y a cette donnée actuelle et je voudrais souligner qu'en France, elle s'appuie, entre autres choses, parce qu'elle pense que c'est rentable, sur un mouvement anti-immigration. Un mouvement anti-immigration qui s'alimente aussi à la question des idéologies religieuses différentes, à l'idée du grand remplacement, en fin de compte, des chrétiens par des musulmans sur le territoire national, etc., etc. Donc il est absolument bien vrai qu'est en train de se constituer, arguant d'une certaine manière de ce que j'ai appelé la désorientation locale, d'installer une figure extraordinairement réactionnaire et à sa façon finalement dans des paramètres qui rappellent en effet les traditions du grand réactionnaire, anti-arabe, anti-étranger, pro-national, etc., etc., au point que l'on sait qu'un peu partout en Europe, les partis d'extrême droite sont en position intéressante, disons, dans les prochaines élections. Donc, je pense en effet que tout ceci crée un élément uniforme, reconnaissable, qui est le risque et le processus, à propos de la question de la Palestine, mais à propos d'autres questions, comme celle justement du prétendu grand remplacement provoqué par l'immigration, la montée d'une idéologie politique ouvertement archi-réactionnaire. Alors je ne dirais pas forcément fasciste ou fascisante, parce que le mot a perdu un peu de son sens, mais extraordinairement réactive et dangereuse.
D'autres volontaires à la défense de ces positions? Le sujet du séminaire étant la désorientation, je me suis posé la question de la position de la jeunesse par rapport à la question de la Terre et de son évolution risquant d'être dramatique. Et je pense sincèrement, pour en parler et pour en parler avec des jeunes de la génération des 20 ans, que c'est, je crois, sans me tromper, leur problème essentiel par rapport et qui les désoriente. Alors, cette question est vraiment une question même vitale, mais elle est vitale dans le futur, elle n'est pas vitale dans le présent. Mais le futur, on ne le connaît pas trop. Et en fait, nous sommes quand même face à une dégradation de la Terre qui a des causes. Elles peuvent être des causes capitalistes, elles peuvent être des causes, mais néanmoins, c'est un sujet très, très préoccupant. Et donc, je voulais avoir votre opinion là-dessus et comment, en fait, pouvons-nous l'intégrer politiquement. Mais je ne parle pas des partis écologistes, je parle d'un point de vue beaucoup plus large que ça. Je pense en effet que sur cette question, qui est la question eschatologique, si l'on peut dire, du devenir de la planète, cette question peut être traitée dans des contextes très différents. Et la tentation est quand même de considérer que, comme la destruction de la planète risque d'advenir avant, comme vous le dites, la prochaine révolution politique, on peut être tenté d'avoir un problème d'ordre, un problème de coïncidence ou un problème temporel. Alors, au fond, il s'agit de savoir comment prendre en charge la réflexion autour de cette question, par quel biais l'aborder, de façon à ne pas, premièrement, être entièrement réactif ou négatif sur la question écologique, parce qu'elle existe réellement, elle a quand même une ossature scientifique qui montre qu'elle est périlleuse, mais sans non plus faire que cette question eschatologique en vienne à dominer toute autre considération sur la situation historique et à rallier par la peur, finalement, un public politiquement entièrement hétérogène. Donc je pense que là, nous avons un problème très, très classique aussi de la politique révolutionnaire, qui est lorsqu'il existe un courant important sur une question, qui peut être la question d'une guerre prochaine, qui peut être la question écologique, qui peut être la collection d'autres questions de ce genre, et comment faire pour avoir une position effective qui fait droit à cette question, tout en conservant en réalité l'orientation politique d'ensemble, sans que l'orientation politique d'ensemble soit remplacée ou affaiblie par cette considération. Alors, je me demandais si, et vous vous demandiez, je le sais, si on ne pourrait pas là penser prendre en charge de la réflexion par une vision marxiste. En fin de compte, je crois qu'il faut partir du point suivant, sur lequel je suis d'accord avec vous. L'écologie, c'est par nature un problème mondial, un problème planétaire,
un problème de vie ou de mort de l'humanité. Et donc, on peut et on doit dire que l'humanité tout entière est concernée. Et alors, il me semble qu'à partir du moment où on sait, où on accepte que cette question peut être concerne l'humanité tout entière, le problème est de savoir comment elle peut être connectée à une vision politique renouvelée et présente qui, par ses développements mêmes, intégrerait en fait le problème écologique sans en faire par ailleurs la clé de la totalité des politiques. Et au fond, il me semble que on pourrait, en engageant la méditation dans le cadre du marxisme capable de l'apprendre, parce qu'après tout, n'oublions pas que la question écologique dépend en réalité fondamentalement de l'organisation industrielle contemporaine. Et que l'organisation industrielle contemporaine, c'est une question que tout communisme authentique non seulement doit prendre en charge, mais qui est centrale pour son développement. Donc si l'on arrive à intégrer ou à lier entre le problème écologique dans sa figure de menace sur l'humanité tout entière, donc le côté universel de ce problème, à une vision également universelle de la politique sous le nom mérité de communisme, je pense qu'on pourrait entraîner pas mal de monde dans cette affaire. Au lieu que la cristallisation entre écologistes et non-écologistes est politiquement peu créatrice de nouveautés et peu porteuse d'un avenir politique définissable. Voilà, parce qu'elle est entièrement négative. Voilà ce que je dirais là-dessus. Autre victime ? Personne ? Eh si, allez. Du coup, justement, j'aimerais revenir sur la question de l'écologie et de l'analyse marxiste que vous faites. Et enfin, je pense qu'effectivement, c'est une question qui est intrinsèquement liée à l'exploitation des ressources et à la recherche d'une croissance permanente qui conduit effectivement à la détérioration des ressources terrestres. Mais je me demandais, enfin, par exemple, à travers les quelques expériences d'État basées sur des principes marxistes qui ont émergé au cours du XXe siècle. Je ne dis pas que c'est les seuls modèles possibles d'État marxiste, mais par exemple l'URSS, on a vu qu'on était confronté un peu à ces mêmes problèmes de surproduction et par exemple d'achèvement de la mer Taral. Et est-ce que vous pensez que les outils marxistes actuellement sont suffisants pour essayer d'apporter une réponse théorique aux enjeux posés par la crise écologique actuellement ? Oui, je crois que ce sera une question qui, dans les années qui viennent, prendra de plus en plus d'importance, pour la raison que les périls qui pèsent sur la planète seront grandissants plutôt que d'effets, si on reste dans l'orientation actuelle. Je pense que par conséquent, intégrer cette figure de l'écologie comme menace peut en effet être intégré de façon solide s'il y a la renaissance d'une gauche qui est capable de le faire. Et de ce point de vue-là, je pense que d'une certaine manière, nous rencontrons là le problème général suivant: sur quel type de situation constituée subjectivement à échelle mondiale peut se greffer progressivement une vision et une direction progressiste, je n'hésiterai pas à dire communiste, dans notre pays.
Je pense qu'il ne faut pas que les propositions qui vont dans ce sens se présentent comme des alternatives neuves sur toutes les questions. Il peut y avoir un engagement, par exemple, dans la question écologique, qui est très sensible à la jeunesse et qui s'intègre de façon naturelle dans la critique de l'industrialisme capitaliste tel qu'il est aujourd'hui déployé. Au contraire, les deux choses peuvent fusionner, et elles peuvent fusionner de telle sorte qu'on aurait un mouvement significatif et important, à la fois sur le front écologique et sur le front de l'organisation socio-économique. C'est des choses auxquelles il faut travailler, tout comme il faut travailler activement sur un autre versant de ces questions, qui est l'hostilité nationaliste et réactionnaire qui frappe le corps des ouvriers venus d'ailleurs ou des choses de cet ordre. C'est-à-dire le côté racialiste de la politique, côté qui valorise comme entrée suprême l'intégrité du français de souche, n'est-ce pas? Je pense que ça aussi, c'est aussi une catastrophe subjective, le développement de cette chose-là. C'est quand même l'arrivée d'un néofascisme francophone, et il faut absolument la soulever, comme on peut aussi le faire de la menace également terrible qui pèse sur la planète. Donc moi je tirerai de ça un point important. La désorientation politique contemporaine, à mon sens, résulte de la quasi-inexistence, en tout cas de la grande faiblesse d'un courant de gauche ou communiste qui verrait à la fois stratégiquement, mais aussi dans les situations mêmes, de quoi s'alimenter. Et par conséquent, la grande question aujourd'hui est de savoir comment et par quel biais on peut non pas opposer les problèmes, mais les fusionner, à chaque fois qu'ils ont, de toute évidence, une valorisation populaire défendable. Et ça, c'est un problème, comme on en rencontre souvent dans les tournants historiques, et c'est un problème qui va être d'autant plus aigu que cette situation, si on ne la modifie pas dans le sens que je dis, favorise partout en Europe les partis d'extrême droite. C'est le prix payé à la désorientation contemporaine. Ce qui progresse aujourd'hui, jusque dans des pays comme la Scandinavie ou l'Italie, n'en parlons pas, l'Allemagne, mais finalement la France aussi, c'est l'apparition de modalités retapées, si je puis dire, de l'extrême droite. Et il faut combattre l'extrême droite sur son terrain relativement à des questions qui, jusqu'à présent, n'ont pas été réellement prises en charge par une gauche révolutionnaire significative. Et je crois que sur les deux points dont nous venons de parler, c'est-à-dire la planète d'un côté et d'autre part la question nationale, enfin la question de la persécution des étrangers, c'est l'occasion de faire chevaucher réellement une nouvelle politique sur des questions qui, par ailleurs, sont partagées par tout le monde. Oui. Oui, c'est très bien que nous ayons glissé du conflit palestinien, voire ukrainien, à l'écologie et au bien commun de l'humanité. Hein, c'est ça, l'universel. Sur ce plan, je pense qu'il faudrait insister. Qu'est-ce que vous pensez quand même de ce gros machin qu'est l'ONU, voire le tribunal pénal international de La Haye, dans lequel on peut ester en droit pour la défense, la mise en danger de la vie d'autrui, après tout, aussi bien par les guerres que par la destruction de la planète ou les forêts incendiées pour des profits privés, hein, justement, la privatisation de la terre.
de l'eau, même maintenant, hein, vous voyez, l'eau minérale en bouteille plastique en plus, etc. Ce sont des mises en danger de la vie et de la qualité de vie de tout le monde. Est-ce que l'universel n'est pas dans ce droit, et peut-être même d'ailleurs de la nature, que comme d'une nouvelle religion? Après tout, je me disais que les écologistes paraissaient des religieux au début, la Gaïa, la terre-mère, et c'est aussi Spinoza, Deus sive natura, hein, Dieu c'est la nature, et c'est la même chose. Oui, ben, je pense que vous donnez une version significative et intéressante de mon propos. Je pense qu'en effet, aujourd'hui, il faut trouver et proposer des biais de référence et des biais intellectuels nouveaux, et aussi ne pas hésiter à se servir de ce qui existe et dont on peut se servir. S'il y a des institutions qui peuvent être modifiées dans leurs instances à partir du propos qui est le nôtre, il ne faut pas hésiter à le faire. Et je pense que véritablement, la sortie de la désorientation contemporaine, qui est reconnue un peu par tout le monde, qu'on l'appelle comme on veut, le désordre, l'inconsistance, etc. Je pense que la sortie de cette affaire peut être aussi considérée comme une chance possible pour une rénovation urgente, à mon avis, et absolument nécessaire, d'une gauche communiste digne de ce nom. Parce que précisément, c'est dans ce type de circonstances que ce phénomène peut se produire. Une subjectivité qui mobilise les esprits à propos d'un problème remanié et évident, au lieu de simplement être prophétique et absente. Alors, oui, voilà. Merci. Alors, moi, ma question portait sur la notion d'organisation. Oui. Et, elle est étroitement liée au traitement de la question du titre du séminaire. Et en faisant l'exercice de recherche à travers certains de vos écrits et certaines de vos interventions orales, on peut remarquer que organisation se lie ou se définit à partir de différents concepts clés de la politique. Et le but de la question était de voir si on pouvait systématiser ce rapport à ces différents concepts. Et ces concepts peuvent être celui de travail dans la sphère productive et de son lien ou pas à la circulation monétaire. L'organisation, à un certain endroit aussi, vous la liez au discernement des intérêts à l'arrière-plan du décor social. Alors ça, c'est pour des liens positifs entre l'organisation. Elle peut être aussi définie négativement ou se constituer négativement au regard de la forme partie qu'elle a prise lors de la deuxième étape de l'hypothèse communiste. Et puis aussi, on peut trouver positivement là un lien entre l'organisation et les notions d'égalité politique de type nouveau et de justice, lorsque vous abordez la question de la politique en tant que procédure de vérité. Donc la question, c'était, peut-on systématiser les rapports qu'entretient la notion d'organisation avec ces différents concepts clés et également les articulations qu'elle distribue entre eux, dans le but de l'éclairer et de pouvoir s'en approcher. Je pense que vous touchez là à une question également décisive. C'est une question décisive. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut considérer que à toutes les époques cruciales du développement des gauches révolutionnaires en Europe, cette question-là, est apparue. C'est-à-dire la question de l'organisation. La question de l'organisation est apparue, et en général, elle l'a fait aussi parce que dans les nouveaux
les nouvelles questions de la conjoncture, on voyait très bien que les anciennes figures de l'organisation s'étaient montrées inopérantes. Un exemple absolument canonique, c'est l'expérience de la Première Guerre mondiale, la guerre de 14, où on a vu la production organisée de la gauche antérieure, à savoir les partis socialistes, se rallier au nationalisme guerrier. Et c'est quand même sur cet arrière-plan qu'a été proposé par Lénine et par d'autres de modifier très fortement ce qu'il fallait entendre par une organisation révolutionnaire ou une organisation socialiste. Alors, il se peut que nous soyons, sans encore le savoir complètement, dans une figure comparable. On peut penser que peut-être en ce moment, nous sommes aussi dans une avant-guerre latente. Hein. Personnellement, c'est ce que je crois. Je crois que nous sommes en train d'aller, que les organisations du capital moderne à échelle mondiale, la réinstallation du capitalisme à échelle mondiale ne se passera pas sans que des conflits nationaux très importants aient été déclenchés. Ça, j'en suis convaincu. L'affaire ukrainienne n'est qu'une introduction à bien d'autres affaires de ce type. Alors, dans cette considération, ça veut dire que, effectivement, nous devons faire apparaître dans le jugement politique, dans les références canoniques de la gauche, etc., nous devons faire apparaître une nouvelle question de l'organisation. Ça, je suis persuadé. De même qu'il y a eu une nouvelle figure de l'organisation dans la figure léniniste du parti, par rapport aux partis sociaux-démocrates, qui étaient des partis, au fond, de la combinaison parlementariste, hein, voilà, très, très ordinaire. De même aujourd'hui, pour l'ensemble des tâches que nous sommes en train de décrire plus ou moins ici, je pense qu'il faudra renouveler le protocole organisationnel et inventer une organisation d'un nouveau type. Alors ça, c'est un problème qui mérite d'être réfléchi par lui-même. Qu'est-ce que ça pourrait être aujourd'hui qu'une organisation politique, révolutionnaire ou communiste, comme on veut, qui ne serait pas du type de la période antérieure? Et sur quel point devrait porter la différenciation? Et je pense que c'est certainement, entre autres choses, sur les mécanismes de fonctionnement interne de l'organisation. C'est-à-dire que l'organisation doit en effet être organisée, on ne peut pas le faire autrement, mais que les deux formules principales qui ont été expérimentées, la formule en quelque sorte électorale et parlementaire qui a coulé les partis socialistes progressivement, et la figure en quelque sorte quasi militaire et centralisée dans laquelle le communisme s'est engagé à partir de 1917, je pense que ces deux figures de l'organisation ont fait leur temps. Alors, il faudrait que des groupes se réunissent et réfléchissent, non pas tant pour créer immédiatement une organisation, mais pour discuter de façon éclairée et effective cette question. Qu'est-ce que peut bien être dans le monde contemporain contre la figure planétaire du capitalisme nouveau et avec l'échec des entités communistes issues des années 17-20, que peut bien être en réalité une organisation politique? Que peut bien être la figure organisée d'une politique? Et il faudrait que cette figure organisée ait des arguments qui rassembleraient un peu tout ce dont nous sommes en train de discuter. C'est-à-dire de quoi va-t-on parler, comment avoir de nouvelles figures de l'intervention dans les situations, etc., etc. Je pense que de ce point de vue-là, c'est une question absolument cruciale. Et d'ailleurs, au fond, tout le monde le sait bien, tout le monde voit bien que les organisations existantes, même s'il vaut mieux qu'elles soient là que pas, etc., sont en réalité des organisations malades. Ce sont des organisations malades. Que ce soit
les partis socialistes qui n'ont guère changé depuis leur dégénérescence du début du 19e siècle, ou les partis communistes qui ont derrière eux un passé beaucoup plus glorieux, mais un présent extrêmement inquiétant. Je pense que la question de l'organisation est une question décisive aujourd'hui, et au sens d'une invention organisationnelle. Alors si je savais laquelle, je vous le dirais tout de suite. Mais il faut se réunir, discuter, faire le bilan précis des méfaits des organisations décadentes, etc., etc. C'est très important. Je tiens d'abord à m'excuser parce que j'ai pas eu le temps de poser clairement la question et ça risque un peu d'être maladroit ou confus. Mais j'aimerais partir d'un constat qui est l'émergence toujours plus accrue des phénomènes morbides dont parlait Gramsci, notamment chez la jeunesse, que je peux donc moi-même constater, étant jeune moi-même, notamment avec les problèmes mentaux, le phénomène du suicide qui prend de plus en plus de place et qui, chez Gramsci, est synonyme de crise. Et la crise chez Gramsci qui s'articule avec une rupture des idéologies dominantes et de la société. Et donc ma question, ça serait, est-ce que déjà cette crise qu'on pourrait constater mène nécessairement à l'avènement d'une nouvelle phase de l'histoire, et par la suite, elle rejoint un petit peu la question de l'organisation, puisque par cette rupture avec les idéologies dominantes, on voit l'émergence de nouveaux modes d'action révolutionnaire, comme on a pu le voir avec les Gilets jaunes ou les émeutes de l'année dernière. Et là-dessus, quelque chose qui m'intéresse un petit peu, c'est cette formule d'Antonio Negri sur l'idée de déstructurer la société et de détruire l'État par le même temps. Comment concevoir cette idée-là, sachant que aujourd'hui, les forces qui sont majoritaires, pour ne pas dire hégémoniques, sont contre la destruction de l'État et l'avènement d'un monde révolutionnaire. Et donc cette contradiction entre l'émergence d'une nouvelle manière d'imposer sa vision du peuple et un parti ou une hégémonie de gauche qui prend toujours plus de place. Et j'aimerais que, si possible, que vous reliez ça avec votre vision du lien entre les procédures de vérité que sont l'amour et la politique, qui, à mes yeux, semblent faire partie intégrante des nouvelles formes d'action révolutionnaire qui prennent de plus en plus de place dans ces masses qui ne se reconnaissent plus et qui sont en rupture avec les idéologies dominantes. Merci. Oui, je crois qu'il faut avoir la lucidité de considérer que, bien entendu, il y a de nombreux signaux concernant un tourment politique, particulièrement dans la jeunesse, y compris dans la jeunesse occidentale, qu'il y a des manifestations de tout cela, mais que nous sommes bien loin, à mon sens, nous sommes bien loin de pouvoir considérer que tout cela, pour l'instant, a trouvé sa forme politique, précisément. En fait, il s'agit toujours d'une négativité en acte, c'est-à-dire il s'agit de soulèvements contre ceci, contre cela, etc., mais ni du point de vue des modifications constitutives du mouvement de masse lui-même, ni du point de vue encore bien plus de l'organisation, ni par conséquent du point de vue de en quoi consisterait exactement la transformation de la société. Ces mouvements, qui sont par ailleurs tout à fait importants et nécessaires, ces mouvements, vus ainsi, sont encore extraordinairement timorés.
Et alors là, je pense qu'il y a une question de caractère en quelque sorte philosophique. C'est-à-dire, je pense qu'il y a la conservation et le partage avec l'adversaire, en un certain sens, d'un primat de la négativité. C'est-à-dire, on peut penser que manifester contre est le sort fondamental des mouvements et de la politique aujourd'hui. Alors que j'affirme absolument que les mouvements populaires, y compris depuis la Révolution française jusqu'à nos jours, sont victorieux lorsque, d'une certaine manière, ils savent ce pourquoi ils existent, et non pas simplement ce contre quoi ils existent. Et je pense que la méditation fondamentale aujourd'hui doit porter sur ce commandement par la négativité. Je pense réellement que c'est une question décisive, non pas qu'il faille annuler la négativité, mais il faut que la négativité soit un instrument de création et non pas le seul exercice subjectivé d'action proposée. Il faut d'ailleurs réfléchir là-dessus parce que ce débat a toujours eu lieu dans les périodes révolutionnaires, y compris la Révolution française. Il y avait des jusqu'au-boutistes de la négativité. Et d'une certaine façon, y compris des gens comme Robespierre ou Saint-Just ont été des gens qui, précisément, voulaient autre chose que simplement la négativité. Ça a été la même chose, en vérité, en Russie en 1917. Ce qui l'a emporté, c'est la figure organique d'un parti nouveau qui était porteur non seulement de la négativité immédiate, mais qui était porteur et responsable de la construction d'un avenir. Alors je pense que ce point de, comment dirais-je, de dressage de la négativité comme ressort fondamental, voire unique, de la protestation politique de masse, est aussi un chantier décisif aujourd'hui. D'autant plus décisif que nous savons que la solution n'est pas à chercher du côté du parti centralisé et militarisé, qui a été une nécessité, qui a eu son histoire, y compris son histoire importante et significative, au moment de la construction soviétique. Autrement dit, ça n'est pas une réflexion du léninisme. Mais c'est un point, en tout cas, qui doit être très vite mis à l'œuvre lorsqu'on s'aperçoit que finalement, la politique émancipatrice ou anticapitaliste, ou comme vous la voulez, cette politique semble aujourd'hui être dans la phase de la négativité. Et je pense que ce n'est qu'en dépassant cette phase et en proposant, alors forcément, un nouveau modèle d'organisation qu'elle reprendra la main dans la situation contemporaine. Et sur, si possible, du coup, ces possibles liens qui sont, à mes yeux, de plus en plus présents entre amour et politique, oui, qui sont par ailleurs deux de vos procédures de vérité. Eh bien, je crois que déjà, le modèle, disons, léniniste avait fait une grande part à la camaraderie intra-organisationnelle. Ce qui, d'une certaine façon, a progressivement limité et voire affaibli cette camaraderie, cette fraternité qui était absolument évoquée, y compris dans les chants, dans les actions, etc., c'est le centralisme, c'est-à-dire le fait que planait encore sur l'organisation politique la figure de l'État. Et la meilleure preuve, c'est que quand l'État a été conquis, le parti s'y est installé de façon, en quelque sorte, naturelle, et au point, comme on sait, dans l'histoire de la Russie ou aussi bien celle de la Chine, le parti
a fini par devenir l'organisation de l'État. Xi Jinping, le produit actuel du communisme chinois, a dit avec moi, le parti décide de tout. Eh bien, il ne faut pas que le parti soit défini par le fait qu'il décide de tout. Il avait raison de dire ça pour l'état des choses en Chine et finalement, ce qui a été appelé stalinisme ou autrement, a été aussi ce même état de choses en Union soviétique à partir d'un certain moment. Donc de même que nous ne devons pas nous inscrire dans le monopole de la négativité, nous ne devons pas nous inscrire dans le monopole de l'organisation en tant que finalement seule force organisée apte à s'emparer des pouvoirs disponibles. Il faut que nous définissions, alors ça c'est une affaire, il faut que nous définissions où est la part démocratique de l'organisation. Vous savez que sur ce point, Lénine était préoccupé et anxieux dès les tout débuts de la prise du pouvoir par le parti. Il y a des textes de Lénine qu'on a longtemps cachés sur ce côté, mais il allait jusqu'à dire que finalement, est-ce que réellement on avait changé les choses? Il y a un texte où il dit, est-ce que l'État, il parle du gouvernement, de l'État, effectivement, est-ce que notre État est réellement préférable, réellement meilleur, et pourquoi meilleur, finalement, que le tsarisme? Or, ce cancer de l'État, il est aussi articulé sur celui de la négativité. Je pense que si on essaie de faire un bilan systémique de l'histoire du communisme pendant le XXe siècle, on voit que, premièrement, l'État n'a pas été l'objet d'un dépérissement. Le dépérissement de l'État, qui était une notion fondamentale de Marx, n'a eu aucune réalisation dans le mouvement soviétique. Au contraire, il y a eu une constante renforcement de l'État, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est finalement que de ce point de vue-là, la justification constante donnée à ce pouvoir a été elle-même la négativité. C'est-à-dire il fallait combattre les ennemis intérieurs, extérieurs, etc. Et c'était la clé de l'action négative. Donc je pense qu'entre négativité et figure conservée de l'État séparé finalement, de l'État, il y a un lien organique. Et que ça aussi, ça fait partie du recensement de nos problèmes pour sortir en réalité de la paralysie actuelle des mouvements, même quand ils existent. C'est qu'ils sont coincés entre deux déviations mortelles qu'on a expérimentées pendant le XXe siècle, strictement la concentration de l'état d'esprit dans la figure de la négativité, et d'un autre côté, la consécration des victoires par quelque chose qui reste de nature étatique. Merci beaucoup. Oui. Est-ce que, très bien, tout ça, on ne va pas chercher pendant des siècles la solution d'une organisation? Je pense qu'elle est déjà en train de se faire sous nos yeux. L'humanité ne se pose que les problèmes qu'elle peut résoudre. Oui, mais on n'a jamais précisé pendant combien de temps. Oui, c'est ça, évidemment. Mais je pense que même la chute du PCF, la chute des Verts, justement,
qui tombent dans soit le productivisme, le communisme dans un seul pays, voilà, qui a chuté, communisme de guerre, etc. Ça, d'accord, ça a échoué. Il faudrait aller vers un communisme de paix, c'est ce que vous dites, et écologique, justement. Je pense à une dictature, enfin, bon, disons, planification écologique mondiale sous un état de type onusien, mondialisé. La Chine serait un assez bon exemple de ce capitalisme d'État. Et je pense que c'est le pays qui est en train d'organiser le plus, de planifier une sortie du CO2, zéro CO2. On s'en est servi comme d'une poubelle, la Chine, pour produire pas cher, même les Américains, Apple, etc. Et bon, maintenant, elle commence à réagir, et je pense que c'est le pays qui a la meilleure politique écologique planifiée sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, bien mieux que l'Europe. Et à ce moment-là, ça reviendrait à un communisme du partage des terres, comme dit Rousseau. Ce monde pourrait être un paradis, nous en avons fait un enfer. Pourquoi ? Il y a moi, je me pose cette question. Rousseau nous avait donné la réponse. Le premier qui a enclos un terrain et a dit « ceci est à moi », a plongé l'humanité dans tous les désastres et toutes les guerres possibles et imaginables. Voilà, donc il faut lutter pour le commun, une sorte de planification autoritaire, punissant les pollueurs et incitant les dépollueurs et non-pollueurs. Voilà, je pense que même en Amérique, Bernice, en France, la LFI, elle a le meilleur programme écologiste communiste, on pourrait dire un peu. Il manque l'organisation, qui est très bizarre avec cette haine de Mélenchon pour les journalistes qui l'a tué, qui va le tuer d'ailleurs. Et pour le PS, bien sûr, réformiste et anarchisant, on pourrait dire, libéral, social-libéral, comme vous disiez, prêt à suivre, comme Glucksmann le fait, à suivre Israël, pour ainsi dire. Donc, enfin, pas trop, mais en soutenant les deux, quoi. Et d'ailleurs, ces deux guerres-là la solution est déjà donnée. La paix, c'est très simple à faire. Même Trump avait dit, en 24 heures, moi je vous fais la paix en Ukraine. On divise en deux l'Ukraine, voilà, la partie qui parle russe d'un côté, le Donbass et la Crimée, etc., majoritairement, et l'autre partie qui parle ukrainien. Et puis en Palestine, c'est pareil, le côté qui parle hébreu et le côté qui parle arabe. Voilà, on divise les musulmans et les juifs sur la zone de 27. Le plan est déjà prêt, d'ailleurs, il s'appelle le plan de Genève, déjà avec des compensations exactement au centimètre carré près des colonies, alors qui seront rendues, d'ailleurs. Ce sera une très bonne... ce sera une très bonne question de rendre comme dommage de guerre les zones occupées et construites pour Israël sur les terrains de la Palestine, de leur rendre en évacuant les habitants, etc., en partigeant. Donc toutes les solutions sont données. Mais bon, je ne crois pas du tout entendre dans ce que vous dites les solutions. Je ne crois pas. Ça reste entièrement dans les catégories disponibles. C'est-à-dire, finalement, un étatisme autoritaire, séparant ce qui doit être séparé, etc. Il faudrait que nous entrions un jour quand même dans la problématique que Marx considérait comme fondamentale, qui est que le protocole communiste, c'est le dépérissement de l'État. Bon, l'idée d'un État communiste, c'est une idée aberrante aux yeux du marxisme lui-même. Et donc, de même qu'il faut se débarrasser du culte de la négativité dans le combat révolutionnaire, il faut absolument s'installer dans le processus du dépérissement de l'État quand on est au pouvoir, et non pas de sa capacité décisionnelle sur l'organisation des choses. Au fond, les concepts sont des concepts qui, du point de vue de la dialectique, sont
sont eux-mêmes faibles, parce qu'on retombe, en réalité, on retombe dans le couple de la négativité strictement révolutionnaire, c'est-à-dire la négativité du renversement de l'ordre antérieur, et ensuite la construction d'un ordre qui, en vérité, ne touche pas à l'essence générale de l'ordre politique, c'est-à-dire à la figure de l'État. Donc là, sur ce point de l'État, je pense que notre question, c'est de savoir comment parvenir enfin à ce qui faisait la nouveauté sur ce point de la pensée marxiste. Quand arriverons-nous enfin à ce que le processus soit celui du dépérissement de l'État? C'était de cela qu'il était question dans le communisme authentique. C'est-à-dire un État qui est bien sûr un État transitionnel, mais qui est l'organisateur de son propre dépérissement. Alors que jusqu'à présent, et on ne voit pas comment faire autrement si ça n'est pas doctrinalement affirmé, le drame a été que les États communistes n'ont cessé, au contraire, de renforcer leur position étatique au point de fusionner purement et simplement le parti et l'État. Et d'être donc susceptible de dire, comme fait Xi Jinping, le parti décide de tout. Ce n'est pas les gens qui décident de tout, ce n'est pas les citoyens qui décident de tout. Ce n'est pas un État, ce n'est pas le dépérissement de l'État. C'est une nouvelle forme d'étatisme qui a caractérisé ce que j'appelle la deuxième étape du communisme. La première ayant été celle de son invention au XIXe siècle, la deuxième étape celle de son expérimentation au XXe, ce qui a fait que ça n'a pas tenu en tant qu'expérience communiste, en tant qu'expérience du commun. C'est parce que l'État, au lieu de travailler à son dépérissement, a travaillé à sa consolidation ininterrompue. Il faut demander. Oui. Je peux revenir à ma question concernant l'écologie que j'ai posée tout à l'heure et à laquelle vous avez parfaitement répondu. Mais je me dis que dans ce que vous nous dites là actuellement, ce sujet continue de m'intéresser beaucoup parce que on peut dire que, vous l'avez dit, que l'écologie était quelque chose d'universel puisqu'en fait ça touche l'humanité tout entière. Mais il y a aussi une autre chose qui est intéressante, c'est que en fait c'est un point de vue qui n'est pas négatif, puisqu'en fait l'écologie c'est le sauvetage de la Terre, donc c'est quelque chose au contraire de positif, et je n'y vois pas de négativité. Et donc je reviens sur ce sujet, c'est que je trouve que voilà un sujet qui intéresserait vraiment je dirais, l'humanité tout entière, en particulier la jeunesse, et qui est un sujet positif si on considère que le sauvetage est quelque chose de positif. Bon. Oui, non, mais j'étais d'accord avec vous. Je pense qu'une une écologie véritable fait partie de la programmation potentielle d'une force révolutionnaire, et d'autant plus qu'on sait très bien que ce qui paralyse l'écologie sur ce plan, c'est les affaires du capitalisme planétaire. C'est le capitalisme mondial, si on examine la situation, qui n'en veut pas du tout de ce que exigerait, en fin de compte, la situation. Et au fond, lui, il raisonne, pourvu qu'on continue à vendre, que la planète fasse ce qu'elle veut. C'est un peu ça, comme ça qu'il voit les choses. Et en plus, il les voit en disant, avant qu'elle soit morte, j'aurais fait ma fortune. Ouais. C'est ça qui est installé à l'heure actuelle. Et pour le désinstaller, il faut un peu rassembler l'ensemble de ce que nous discutions ici. C'est-à-dire, en définitive, qu'est-ce que c'est qu'une politique capable de ne pas être dissoute dans la négativité? C'est-à-dire, elle a besoin de la révolte, mais elle a aussi besoin de l'affirmation et de la construction. Ça, c'est le premier point.
Et deuxièmement, comment peut-elle, ainsi soustraite à la négativité, être une porteuse d'une transformation effective non étatique? Et ça, c'était les deux thèmes évidents du programme proposé par le marxisme à sa naissance, quasiment. C'est présent dans les textes fondateurs de Marx. D'un côté, ce qui compte, c'est ce que nous voulons construire et non pas seulement ce que nous voulons détruire. L'affirmation est en définitive le sort véritable d'une politique. Et d'autre part, pour autant qu'on doit exercer la négativité, elle doit s'exercer contre l'étatisme. Et donc, la société du commun est une société qui travaille au dépérissement de l'État. Tout ça a été finalement à la fois expérimenté et dissous dans, au fond, le dernier siècle d'existence des politiques, et il faut le réactiver. Voilà, il faut le réactiver. J'avais plusieurs questions qui sont un peu larges, mais qui sont liées. Oui. Justement, vous avez pas mal abordé dans les dernières interventions la question d'une possible révolution. Et je voulais un peu parler tout d'abord des obstacles, je pense, qui se heurtent à cette révolution dans les différentes évolutions, notamment technologiques, qu'on court ces dernières années. Je pense que l'appareil répressif potentiel des États est beaucoup plus fort maintenant, par exemple, que ce qu'il était il y a un siècle ou un siècle et demi. Et en vrai, c'est un peu pessimiste comme vision, et je ne veux pas forcément conclure là-dessus. Par exemple, je pense à l'Iran, où il y a un régime qui est rejeté, je pense, par une partie importante de sa population, et qui, au final, n'a pas réussi à... justement, le régime n'a pas été renversé ou même menacé vraiment par les contestations qu'il y avait eu. Et j'ai l'impression que c'est un phénomène assez global de finalement les États ont un tel appareil répressif maintenant que c'est assez difficile pour les citoyens de mener une révolution. Et je pense qu'un autre obstacle aussi, c'est qu'on est dans un monde où l'information se propage différemment. Peut-être qu'au XXe siècle, par exemple, on a une information qui se propage beaucoup par des réseaux sociaux et par des médiums, du coup, où justement on a une communication qui est assez rapide et assez essentialisée finalement, ce qui peut être intéressant en termes d'efficacité, mais qui aussi réduit peut-être les possibilités justement de créer des nouvelles façons de voir les choses, d'avoir une réflexion plus posée et de finalement parvenir à exprimer des nouvelles visions du monde qui ne seraient pas justement centrées sur cette efficacité. Et donc voilà, j'ai un peu ces deux questions de est-ce que dans la situation actuelle, dans la situation technologique, dans la situation d'appareils répressifs qu'ont les États, c'est encore possible de faire une révolution? Et si oui, justement, en mobilisant quel mythe, en mobilisant quel nouveau rêve collectif dans ce monde où on a une propagation de l'information qui tend à justement propager de façon beaucoup plus efficace que les autres les mythes produits par le capitalisme. Et vous pensez vraiment que cette propagation de l'information dans sa forme technologique actuelle va dans le sens de la révolution communiste? Non, justement. Mais justement, mais c'est quand même un vaste problème. Les profiteurs essentiels de cette nouvelle figure de l'information sont les milliardaires constitués du pouvoir en Europe. Oui, c'est ce que je voulais dire, je me suis peut-être mal exprimé. Mais justement, c'était ma question avec ces nouveaux moyens de communication qui sont au profit justement du capitalisme et d'une élite, justement, enfin, comme aux États-Unis, des GAFAM par exemple. Est-ce que ça ne complique pas de façon assez drastique cette possibilité d'une révolution? Oui, mais si vous voulez, je pense impossible de rabattre la question révolutionnaire qui nous occupe ici sur l'état du système d'information. Parce que l'information est plus rapide, elle est ce que vous voulez, il n'y a qu'à lire, même quand on lit les réseaux sociaux, etc. Il n'y a rien qui soit dans une dynamique véritable comme celle dont on parle ici. Donc je pense que la question majeure du moment n'est pas tant la question de la communication
que la question de sa détermination interne positive. Et tant qu'il s'agira de se mettre d'accord pour pousser un coup de gueule dans la rue, ça ne fera pas peur à personne. Mais ce jeune homme disait justement que la technologie, l'augmentation éventuelle de l'appareil répressif et le dispositif de l'information extrêmement rapide, mais aussi évidemment mensonger, étaient des obstacles, pas des choses qui favorisaient la révolution. Poser la question dans l'autre sens. Est-ce que ça n'est pas justement un obstacle pour la révolution aujourd'hui? Du moins, si j'ai bien compris. Personnellement, je suis de votre avis. Pour l'instant, en tout cas, et sauf peut-être dans le mouvement d'une transformation, mais je ne vois pas très bien laquelle, le système de l'information multiforme et ultra rapide et le système de la communication prétendument absolument libre et le fait qu'on peut marcher dans la rue tout en parlant dans son téléphone, je pense que ça n'a pas donné signe d'être des apports constitutifs de quoi que ce soit d'opposé à l'ordre existant. D'ailleurs, il en est très content. Il en est très content. En plus, ce qui circule éventuellement par ces moyens ultra rapides, c'est précisément soit le pittoresque, soit la négativité. C'est évidemment ça qui alimente à tout moment ces appareillages dont en plus il faut bien savoir quand même que ce sont des appareillages parmi les plus capitalistiquement centralisés du monde contemporain. Donc je pense que là encore, il ne faut pas s'imaginer que c'est dans des figures techniques particulières que se trouve la solution des problèmes qui sont là pour nous soustraire de la négativité. En fait, ce sont plutôt l'invention ou le retour à des figures particulières de la réunion. Je pense que de même que nous devons inventer la nouvelle manière de l'affirmation, et de même nous devons, ça c'est la même chose, trouver les figures nouvelles de la réunion. Et en particulier de relancer la réunion en opposition partielle à l'atomisation que représentent en réalité les moyens de communication contemporains. Moi, je trouve que l'image de gens se promenant dans la rue en parlant tout haut avec des gros trucs sur leurs oreilles, je n'y lis aucune promesse communiste. Franchement. Attends, ça ne me parvient plus. Je reviens juste très rapidement là-dessus, mais c'est justement pour ça que j'en parlais. Je pense que c'est quand même une donnée, ces modifications technologiques qu'on peut prendre en compte, pas forcément comme une solution. Je les abordais potentiellement comme des processus futurs de solutions, mais pour l'instant, effectivement, je suis d'accord avec vous. C'est des problèmes. Et je me demandais justement si ce n'étaient pas des problèmes qui étaient en mesure de finalement annihiler toute perspective future d'une révolution, enfin en tout cas de les menacer dans leur façon actuelle d'exister. Oui, on pourrait dire aussi que, après tout, notre question, c'est la question de qu'est-ce que c'est que, en politique, que le commun. C'est ça le problème. Alors, il ne s'agit pas de se débarrasser des technologies, c'est pas du tout ça. Là encore, ce serait se livrer à la négativité de façon improductive. La question est de savoir, dans le communisme, comment activer la racine commun. Parce que si vous examinez la raison de l'échec planétaire des communismes précédents,
c'est qu'ils n'ont pas respecté la loi du commun. Ils ont délégué le commun. Ils ont délégué le commun à des partis centralisés et finalement à des partis États. Et donc, en un certain sens, au niveau le plus précis, ce n'étaient pas des figures, dans leur aboutissement, dans leur mouvement, ce n'étaient pas des figures communisme, parce que ce n'étaient pas des figures de l'invention d'une nouvelle gestion commune de la production, de l'organisation des choses, etc. Ça s'est terminé par, en effet, le parti décide de tout. Et si nous voulons sortir de la négativité, nous devons définir ce qu'est notre vision du commun. Je dirais même que pratiquement le problème aujourd'hui serait celui de qu'est-ce que c'est qu'une réunion politique, une vraie réunion politique. Voilà. Je propose ça à l'étude générale et à l'expérimentation. Parce que là est le commun. Plus d'intervention? Alors moi, je voudrais, dans ce cas, redonner ou conclure un peu dans le secteur de la philosophie. Tout cela requiert, en un certain sens, le déploiement d'une philosophie dialectique nouvelle. Exactement comme la victoire communiste soviétique avec Lénine a dû, en un certain sens, modifier, réactiver, transformer l'héritage du marxisme. C'est pour ça qu'on a parlé ensuite d'un marxisme léniniste, marxisme-léniniste, ML. Et c'était justifié par quoi? C'était justifié par le fait que, précisément, la prise de pouvoir d'État, qui était après tout l'objectif de n'importe quel groupe politique du moment, la prise du pouvoir d'État n'a pas été contrôlée ou maîtrisée en tant que figure du commun. Je tiens à rappeler souvent, parce qu'on l'oublie, que Lénine, dans les années 20, était extrêmement affecté par le fait qu'il l'a dit, il l'a écrit, il se demandait si réellement l'État bolchevique était réellement différent de l'État tsariste. Et quantité de manières de faire, de manières de croire, de manières de penser, lui donnait le sentiment que la différence était très faible et allait en s'affaiblissant. Voilà. Donc il faut inventer, réinventer, reconsolider. Qu'est-ce que c'est que la figure du commun en politique? Qu'est-ce que c'est que se tenir à distance de l'État? Qu'est-ce que c'est que le dépérissement de l'État? On sait bien, au fond, on peut faire le classement des concepts et donc des pratiques liées à ces concepts qui sont des réquisitions nécessaires aujourd'hui. Sinon, nous allons nous enfoncer dans la désorientation courante et nous irons tout simplement à une guerre mondiale. Parce que la désinformation et la déstation contemporaine tournent autour du fait de la certaine rivalité étatique concernant le contrôle du marché capitaliste planétaire. On sait que c'est une tension majeure entre les États-Unis et la Chine, on sait que ça se développe et que ça ira, comme ça a toujours été, dans la direction d'une guerre mondiale qui désignera le vainqueur. Si nous voulons parer à ça, ou en tout cas en tenir compte avant que la catastrophe se produise, elle est en train de cheminer, elle est en train de... Tous les États sont en train de tourner autour. Nous ne pourrons le faire qu'en ne nous abandonnant pas à la stricte négativité, en étant donc des propositions constructives et des propositions constructives qui réhabilitent et activent une figure nouvelle du commun.
figure nouvelle du commun, qu'il faudra ensuite étendre à l'organisation du travail, à l'organisation de l'enseignement, à tous les secteurs de l'existence publique. Et donc, puisqu'il faut conclure, vive le commun. Voilà. Merci d'être là. Je pense qu'il faut aller de l'avant. In English? In English. Yeah, it was